Bonsoir, communauté. C'est un véritable plaisir d'être à nouveau avec vous pour vous apporter les histoires les plus macabres et terrifiantes qui nous parviennent chaque semaine. Si vous souhaitez envoyer votre histoire, notre adresse email est dans la description de la vidéo. Nous remercions chaque personne qui continue de partager ces histoires avec nous. Maintenant, je vous invite à éteindre la lumière et à mettre vos écouteurs si vous le pouvez. Le plus important est que vous vous laissiez emporter par les histoires à venir. Imaginez un lieu où le temps semble s'arrêter, où tout avance lentement comme une rivière tranquille. Cherchant cette paix, il quitte la ville pour s'installer dans la maison de ses grands-parents, niché dans une chaîne de montagnes isolées. Là, entouré de sommets acérés, il espère trouver refuge. La route vers le village est sinueuse, bordée de forêts denses, où la lumière peine à percer. Plus il avance, plus le monde moderne s'efface, laissant place à un paysage figé dans le temps. À son arrivée, il est accueilli par un silence étrange, une quiétude chargée de secrets murmurés par les arbres. Les quelques maisons restantes, vieilles et usées, parsèment des chemins de terre. Les villageois, peu nombreux et marqués par une vie difficile, lui réservent des regards silencieux, comme s'il cachait quelque chose. La maison de ses grands-parents, solide construction en bois, semble vivante, respirant avec les montagnes. Elle dégage une chaleur, mais aussi une présence indéfinissable qu'il ne comprend pas encore. Dans les premiers jours, il explore les environs, s'efforçant de s'adapter au rythme lent du village. L'air frais de la montagne est revigorant, mais une sensation d'être observé par quelque chose d'invisible le perturbe. Au fil du temps, il remarque que le village suit ses propres règles. La nuit tombe tôt, les villageois se retirent rapidement, fermant précipitamment portes et fenêtres, comme pour se protéger d'une force invisible. Il ignore encore que son arrivée a réveillé quelque chose dans les montagnes, une présence qui attendait depuis toujours, maintenant éveillée. Dans les premiers jours au village, il a remarqué que les gens parlaient peu, mais observaient beaucoup. Les voisins étaient cordiaux, mais leurs paroles étaient brèves et presque murmurées, comme s'ils craignaient que l'air même ne trahisse leurs secrets. Bientôt, il a commencé à entendre des fragments de vieilles légendes, toujours mentionnées à voix basse, en particulier sur le Nahual. Le Nahual était un thème récurrent dans les conversations, traité avec à la fois respect, crainte. Les villageois le décrivaient comme une créature ancienne, pouvait prendre la forme de n'importe quel animal, un esprit connecté aux forces de la terre et des ombres. Bien qu'il ait rejeté ces histoires comme de simples superstitions, quelque chose dans la manière dont les villageois parlaient du Nahual le rendait mal à l'aise, comme s'ils parlaient de quelque chose de réel qui avait déjà affecté leur vie. Malgré les avertissements, il restait sceptique, croyant que ces contes n'étaient rien de plus que du folklore. Cependant, à mesure que les nuits s'allongeaient et que le silence devenait plus oppressant, il commençait à soupçonner qu'il y avait peut-être quelque chose de plus derrière ces légendes. Quelque chose qu'il ne comprenait pas encore, mais qui était là, attendant, observant. Chaque jour, il sentait qu'il se rapprochait d'une vérité qu'il préférerait ne pas connaître. Au fil des semaines, le sentiment d'isolement qu'il avait cherché commençait à se transformer en quelque chose de plus sombre. Les nuits au village étaient silencieuses, mais pas de manière paisible. C'était un silence oppressant qui cachait quelque chose d'invisible mais intensément ressenti. De petites choses ont commencé à se produire. Des frissons dans le dos, une sensation d'être observé, surtout lorsqu'il regardait par les fenêtres et ne voyait que des ténèbres. Pendant la journée, il essayait de se distraire, mais au fur et à mesure que l'après-midi avançait, il ressentait de plus en plus qu'il était observé, comme si la forêt qui l'entourait était vivante et attendait qu'il baisse sa garde. Déterminé à affronter sa peur, il s'est aventuré dans la forêt, mais l'atmosphère autour de lui a changé. Il a trouvé de profondes marques sur le sol, des empreintes de pas différentes de celles de tout animal connu, comme si elles avaient été faites par quelque chose de lourd, quelque chose qui chassait. La peur s'est intensifiée et il s'est précipité vers la cabane, mais la sensation d'être observé a persisté.
Cette nuit-là, il a tout verrouillé plus soigneusement. Mais le sommeil l'a fui. Les empreintes de pas, la clairière et la présence invisible restaient dans son esprit, le faisant remettre en question son scepticisme. Peut-être que les légendes sur le Nahual étaient plus que de simples histoires. Cette nuit-là, avec le vent hurlant et la pleine lune montant, il sentait que quelque chose allait se passer. L'air lourd et la sensation constante d'être observé le mettaient mal à l'aise. À l'intérieur de la cabane, le silence a été brisé par un étrange son, presque un murmure, qui semblait venir de toutes les directions. Contre son bon sens, il a attrapé une lanterne et est sorti pour enquêter. Dans la clairière, il a trouvé un coyote, et quelque chose n'allait pas. Le pelage de l'animal était noir, absorbant la lumière, et ses yeux, humains et malveillants, le fixaient intensément. Lorsque le coyote a souri grotesquement, il a compris qu'il faisait face au Nahual, la créature des légendes qu'il avait rejetée. Submergé par la peur, il a couru à travers la forêt, entendant le Nahual le poursuivre avec une vitesse surnaturelle. Lorsqu'il ne pouvait plus courir, il s'est effondré dans une clairière. Le Nahual est apparu à nouveau, cette fois sous une forme humanoïde. Les yeux brillants de malice. La créature s'est approchée lentement, et avant qu'il ne puisse réagir, il a senti des griffes déchirer son dos. Tout est devenu noir, alors qu'il était consumé par l'abîme. Il s'est réveillé dans l'obscurité, épuisé et désorienté, avec une douleur aiguë dans le dos, là où le Nahual l'avait blessé. Toujours dans la clairière, il se sentait vulnérable et seul, avec la sensation que la créature rôdait toujours à proximité. Avec beaucoup d'efforts, il s'est forcé à se lever et a commencé à marcher vers la cabane, sachant qu'il ne pouvait pas rester là. Chaque pas était une lutte contre la douleur et la peur, car la forêt autour de lui semblait plus dense et plus menaçante. Le chemin autrefois familier s'était transformé en labyrinthe, et il savait que le Nahual pouvait frapper à tout moment. La douleur dans son dos s'intensifiait, portant le poids d'une marque laissée par la créature, quelque chose qu'il pressentait allait changer sa vie à jamais. Lorsqu'il a finalement atteint la cabane, il s'est effondré sur le sol, sachant qu'il n'était pas vraiment en sécurité. La cicatrice dans son dos brûlait, non seulement comme une blessure physique, mais comme un signe qu'il avait été touché par quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Il s'est recroquevillé dans son lit, tremblant de froid et de peur, conscient que même à l'intérieur de la cabane, le Nahual le surveillait toujours. La bataille était loin d'être terminée. La lutte pour la survie ne faisait que commencer. Lorsque l'aube est enfin arrivée, il s'est réveillé, mais le soulagement ne l'a pas suivi. Son corps était douloureux, en particulier son dos, où la cicatrice laissée par le Nahual brûlait comme du feu. Lorsqu'il s'est regardé dans le miroir, il s'est à peine reconnu. Son visage était pâle, ses yeux vides, et la cicatrice dans son dos était un sombre symbole de sa rencontre avec la créature. Il a décidé de chercher de l'aide au village, mais lorsqu'il est arrivé, il a réalisé que les villageois savaient exactement ce qui s'était passé. Leur regard silencieux révélait qu'ils vivaient tous avec la même peur, acceptant le Nahual comme une partie de leur vie. Sans réponse, il est retourné à la cabane, mais la paix était hors de portée. La cicatrice semblait vivante, pulsant avec une énergie malveillante, et les cauchemars constants du Nahual le poussaient au bord de la folie. Au fil des jours, il sentait son lien avec le monde s'effriter. La douleur et la cicatrice étaient ses seules constantes. Et il a commencé à comprendre que le Nahual faisait maintenant partie de lui, une malédiction dont il ne pouvait pas échapper. Résigné, il acceptait que bien qu'il soit encore en vie, la vie qu'il avait connue avait pris fin dans cette clairière sous la froide lumière de la pleine lune. Les jours au village devenaient de plus en plus sombres, et il savait que la marque du Nahual ne disparaîtrait jamais. Ce n'était pas seulement la cicatrice sur son dos, mais quelque chose de plus profond qui avait pris racine dans son âme. Se sentant piégé dans une toile de peur, il a décidé de partir. Bien que ce fût avec tristesse, abandonnant la maison de ses grands-parents, il semblait maintenant hanté par des souvenirs qu'il souhaitait oublier. Le matin brumeux de son départ, les villageois l'ont regardé de loin, comprenant que son départ était inévitable. En s'éloignant du village, il a réalisé que la présence du Nahual ne restait pas en arrière,
mais faisait maintenant partie de lui. Même en ville, entouré de gens, il sentait l'ombre de la créature rôder, le hantant dans ses cauchemars. Il s'est résigné à vivre avec une peur constante, sachant que le Nahual ne le laisserait jamais en paix. La cicatrice sur son dos brûlait à chaque pleine lune, rappelant que sa vie avait changé pour toujours. Au fil des jours, il est devenu de plus en plus isolé, consumé par la présence du Nahual, comprenant que la bataille ne s'était pas terminée dans la clairière. La créature avait volé sa paix, sa santé mentale et son âme. Acceptant que sa vie soit liée au Nahual, il marchait dans les rues de la ville, sachant que l'obscurité de la créature le suivrait jusqu'à la fin de ses jours. Sous la pleine lune, il reconnaissait que la peur qu'il ressentait était partagée par tous ceux marqués par le Nahual, condamnés à ne jamais trouver la paix. Au cœur d'une région oubliée par le temps, il y avait un village où régnait la tranquillité, mais aussi où les ombres des anciennes légendes se déplaçaient silencieusement parmi les maisons. Les rues étaient étroites, bordées d'arbres centenaires, dont les cimes s'entremêlaient, formant des tunnels verts qui semblaient cacher des secrets plus anciens que la terre elle-même. Là, le soleil se couchait lentement, peignant le ciel des couleurs d'un passé qui n'avait jamais vraiment été laissé derrière. Les villageois, des gens simples, de peu de mots, vivaient leur vie avec une certaine mélancolie, comme s'ils portaient le poids des histoires racontées par leurs grands-parents et arrière-grands-parents. Des histoires qui n'étaient pas simplement des divertissements, mais des avertissements. Personne dans le village n'osait remettre en question ces récits, parlait d'esprits vengeurs, créatures errant dans les bois, et surtout du vieux puits. Le puits, situé en plein centre de la place principale, était plus qu'une simple vieille structure en pierre. C'était le gardien d'un mystère que personne ne souhaitait percer. On disait que le puits était là bien avant l'arrivée du premier habitant, peut-être même avant que les arbres entourant le village aient pris racine. Personne ne savait qui l'avait construit, ni pourquoi, mais tout le monde connaissait une vérité incontestable. En aucun cas, personne ne devait jamais regarder à l'intérieur. Les légendes étaient claires. Quiconque était assez fou pour désobéir à cet avertissement et oser plonger son regard dans l'obscurité du puits ne serait plus jamais le même. Certains disaient que ceux qui le faisaient disparaissaient sans laisser de traces, avalés par la même obscurité qu'ils cherchaient. D'autres affirmaient qu'ils restaient, mais avec un regard vide, comme si une partie de leur âme avait été aspirée dans les profondeurs du puits, ne laissant qu'une coquille vide derrière eux. Avec les années, les anciens décidèrent qu'il serait préférable de sceller le puits, le cachant sous un lourd couvercle de pierre, comme si cela pouvait contenir la malveillance qui y résidait. La végétation s'empara du lieu, le recouvrant comme un linceul, dans l'espoir que le temps l'effacerait de la mémoire du village. Mais les histoires continuaient d'être racontées, chuchotées la nuit autour des feux, où les enfants écoutaient les yeux écarquillés, et les adultes, malgré un scepticisme fin, ressentaient un frisson leur parcourir l'échine. C'était un endroit où la peur se cachait dans les ombres de la vie quotidienne. Passé et présent s'entremêlaient, et où les légendes n'étaient pas que des mots, mais des avertissements vivants, aussi réels que le vent qui soufflait dans les arbres la nuit, portant avec lui les murmures de ceux qui avaient osé défier l'inconnu. Malgré les avertissements, la tentation de l'inconnu était quelque chose à laquelle la jeunesse du village ne pouvait résister. À cet âge-là, nous nous croyions tous invincibles, considérant les légendes comme rien de plus que des contes destinés à effrayer les enfants. C'est cette arrogance juvénile qui nous conduisit à faire ce qu'aucune personne sensée n'oserait faire. Durant un été étouffant, alors que nous cherchions un quelconque divertissement, Hugo, toujours le plus audacieux, suggéra que nous visitions le puits lors de la prochaine pleine lune, juste pour voir si les histoires étaient vraies. Louis rit nerveusement, mais bientôt tout le monde fut convaincu, y compris Clara, habituellement la voix de la raison. En riant des superstitions, nous acceptâmes de nous retrouver sur la place le soir venu. Les jours précédant cette nuit passèrent en un éclair.
un mélange d'anticipation et de nervosité. Quand la pleine lune arriva enfin, plus brillante et plus froide que jamais auparavant, nous savions qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Nous nous retrouvâmes sur la place en silence, Hugo en tête, défiant. « Voyons ce qu'il y a dans ce puits, » dit-il, et à ce moment-là, nous oubliâmes les avertissements et la peur. La tentation de l'inconnu avait gagné. Nous marchâmes ensemble vers le puits, le cœur battant, certains que nous étions prêts à affronter ce qui pouvait bien se cacher à l'intérieur. Ou du moins, c'est ce que nous pensions. La pleine lune était suspendue haut dans le ciel, projetant de longues ombres sinistres sur le village endormi. Alors que nous approchions du puits, le silence n'était brisé que par le son étouffé de nos pas. Un sentiment d'effroi pesait lourdement sur nos cœurs, comme si nous savions que nous étions sur le point de franchir un point de non-retour. Lorsque nous atteignîmes la place, le puits se dressait comme il l'avait toujours fait, une structure ancienne, recouverte d'un couvercle de pierre à moitié caché par la végétation. Hugo, essayant de maintenir son courage, fut le premier à s'approcher, tenant la lanterne d'une main légèrement tremblante. « Finissons-en, » dit-il, mais sa voix trahissait la peur que nous ressentions tous. Avec l'aide de Louis, qui avait apporté un levier, nous parvînmes à déplacer le lourd couvercle de terre. Alors que l'obscurité se révélait, une odeur putride, semblable à quelque chose de pourri, monta du puits, nous faisant reculer instinctivement. Hugo se pencha au-dessus de l'ouverture, essayant de voir ce qui était caché en dessous. Soudain, le visage de Hugo se tordit dans une pure terreur. Avant que nous puissions réagir, une force invisible l'attira violemment dans le puits. Son cri désespéré résonna dans la nuit, puis un silence oppressant tomba sur nous. Nous étions paralysés, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Nous essayâmes en vain de le sauver, lançant des cordes et des pierres dans le puits, mais tout ce que nous reçûmes en retour fut le son de notre propre désespoir qui résonnait. Le puits semblait être un abîme sans fond, avalant non seulement Hugo, mais aussi notre espoir. J'essayais de regarder à l'intérieur moi-même, mais je ressentis une présence maléfique qui voulait m'attirer aussi. C'est alors que j'entendis un faible murmure, la voix déformée de Hugo, suppliant de l'aide, comme si elle venait d'un endroit au-delà de ce monde. Avec des mains tremblantes et l'aide des autres, nous recouvrîmes à nouveau le puits, essayant de fermer la porte sur ce cauchemar. Cependant, nous savions que cela ne se terminerait pas là. En nous éloignant, il devint clair que la nuit avait révélé quelque chose qui n'aurait jamais dû être dérangé. L'horreur de cette expérience nous marqua à jamais. Et ce que nous perdîmes dans le puits était bien plus que notre ami Hugo. Cette nuit-là, en nous éloignant du puits, nous sentions que quelque chose en nous s'était brisé. La peur initiale se transforma en une terreur persistante, s'enracinant profondément dans nos esprits. De retour chez Louis, nous nous enfermâmes dans le silence, incapables de traiter ce que nous avions vu. Bara, autrefois si joyeuse, était pâle et distante, tandis que Joaquin tremblait de manière incontrôlable. J'avais l'impression que l'obscurité du puits était maintenant en moi, grandissant à chaque minute qui passait. Nous essayâmes de donner un sens à ce qui s'était passé, mais rien ne semblait logique. Ce qui se trouvait dans ce puits n'était pas une légende, mais une réalité perverse, bien au-delà de notre compréhension. Lorsque nous tentâmes d'en parler aux adultes, personne ne nous crut. De retour au puits, tout était comme avant, comme si Hugo n'avait jamais existé. Le village continua sa routine, mais bientôt des choses étranges commencèrent à se produire. Des animaux disparurent, des sons inexplicables résonnèrent la nuit et des ombres furent aperçues près du puits. Avec le temps, Hugo ne fut jamais retrouvé et nous nous éloignâmes les uns des autres. Joaquin disparut sans laisser de traces. Clara devint l'ombre d'elle-même, évitant tout contact. Louis et moi essayâmes de passer à autre chose, mais le puits semblait nous appeler chaque fois que nous passions sur la place, murmurant des promesses que nous avions peur d'entendre. Le mal que nous avions réveillé n'était plus contenu. Il s'insinuait dans nos vies, transformant tout ce qui nous entourait. Une nuit silencieuse, j'entendis à nouveau la voix de Hugo, ou quelque chose prétendant être lui, appelant mon nom depuis le puits. Je savais que ce n'était plus mon ami,
mais une présence sombre qui se nourrissait de notre peur et de notre culpabilité. Malgré nos efforts pour sceller le puits, le mal ne serait jamais entièrement contenu. Il attendait, guettant, prêt pour la prochaine victime. Avec le temps, le village fut lentement consumé par la terreur au lieu de se rétablir. L'obscurité du puits semblait se répandre comme une maladie, affectant tout ce qui l'entourait. Au début, de petits événements comme la disparition d'animaux et l'appauvrissement des champs étaient faciles à ignorer. Mais la nuit, la véritable horreur se manifestait par des murmures étranges et des ombres qui semblaient prendre vie. La peur s'enracina profondément chez les villageois. Les gens parlaient moins, riaient moins, et personne n'osait sortir après le coucher du soleil. Parmi nous, qui avions été là cette nuit-là, l'impact était encore plus profond. Joaquin disparut, incapable de supporter la terreur. Clara, autrefois pleine de vie, devint une simple ombre d'elle-même, hantée par ce qu'elle avait vu. Louis et moi essayâmes de continuer, mais le puits semblait nous appeler en silence. Le sentiment que quelque chose de terrible attendait encore au fond du puits ne nous quitta jamais. Des années plus tard, poussé par une force inexplicable, je me retrouvais à marcher vers le puits sous une pleine lune. Le couvercle, qui aurait dû être en place, était légèrement de travers. De mes mains tremblantes, je le poussais de côté, révélant une faible lumière au fond. À ma grande horreur, je réalisais que quelque chose bougeait dans l'obscurité. C'était Hugo, ou ce qu'il en restait. Son visage était pâle, ses yeux étaient des vides sans fond, et sa voix déformée appelait à l'aide, mais pas comme une supplication, plutôt comme un piège. La terreur m'envahit, et je reculais, laissant le puits dans le silence une fois de plus. Cette nuit-là, je savais que le mal que nous avions réveillé ne dormirait jamais plus. Il était là, attendant, et un jour, il trouverait une nouvelle victime. Quand cela arriverait, l'horreur reviendrait. Et il n'y aurait pas d'échappatoire. Le mal avait été déchaîné, et tout ce que nous pouvions faire était d'attendre. Des années s'étaient écoulées depuis cette nuit où j'avais vu Hugo au fond du puits, mais l'image de son visage pâle et de ses yeux vides ne m'avait jamais quitté. Le village restait sous une ombre constante, avec des sons étranges et des ombres dansantes, était devenu partie intégrante de notre quotidien. J'avais essayé d'avancer, mais le poids de cette nuit ne m'avait jamais quitté. Chaque fois que je passais près de la place, je sentais une sombre envie de regarder dans le puits, bien que je l'évitais, sachant que ma vie en dépendait. Louis, le seul à être resté à mes côtés, portait également le fardeau de cette nuit. Nous ne parlions jamais du puits ou de Hugo, essayant désespérément de prétendre que tout était normal. Mais lors d'une froide nuit de pleine lune, l'appel est revenu. « Aide-moi !» La voix déformée de Hugo me ramena dans le cauchemar que j'avais essayé d'oublier, me forçant à marcher vers le puits. Quand j'arrivais, le couvercle de pierre était déplacé et une énergie sombre pulsait du puits. Bien que je sache que je ne devais pas, poussé par une force inexplicable, je repoussais le couvercle et regardais à l'intérieur. Cette fois, il n'y avait pas de lumière, seulement une obscurité absolue. Des profondeurs, quelque chose bougeait. Une ombre grotesque s'approchant lentement. C'était une parodie tordue de ce qu'avait été Hugo, avec des yeux vides et une main squelettique tendue pour demander de l'aide. La terreur m'envahit, mais d'une manière ou d'une autre, je réussis à reculer alors que l'ombre se dissolvait dans l'obscurité. Je refermais à nouveau le puits, mais je savais que c'était inutile. Le mal que nous avions réveillé ne serait jamais plus contenu. L'appel final avait été lancé. Et le puits, à un moment donné, chercherait une autre âme pour nourrir son obscurité. Dans l'obscurité de ma chambre, j'entendis encore un dernier murmure, presque inaudible mais impossible à ignorer. « Aide-moi !» Je savais qu'un jour, je devrais retourner au puits, mais je n'étais pas sûr que cette fois-ci, je reviendrais. Après cette dernière nuit où le murmure de Hugo s'estompa, le village s'enfonça dans un silence profond, oppressant. L'obscurité semblait plus épaisse, saturant l'air avec le mal que nous avions réveillé. Le puits fut à nouveau scellé avec des chaînes et des pierres, mais nous savions que ce n'était qu'une mesure temporaire, un report de l'inévitable. Les rares villageois restants évitaient la place, et le puits, autrefois le centre de la vie sociale, devint un lieu mort, chargé de peur. Clara quitta le village, transformée en ombre d'elle-même.
Joaquin ne revint jamais, et Louis s'éloigna, incapable de supporter le souvenir de ce que nous avions fait. Je restais, sachant que le puits m'appelait toujours, que le mal était vivant, attendant. Avec le temps, le village se vida, et ceux qui restaient apprirent à vivre avec la peur. La place, autrefois pleine de vie, devint un lieu d'ombre et de murmures d'un passé qui ne serait pas oublié. Je savais que mon temps était compté, que l'appel du puits devenait de plus en plus insistant, que finalement, je devrais y faire face à nouveau. La nuit finale, je me retrouvais devant le puits, sachant que les chaînes et les pierres n'étaient qu'une illusion de sécurité. Le puits attendait son prochain sacrifice. Je regardais à l'intérieur, conscient que la malédiction ne me quitterait jamais et que le cycle se répéterait. Je rentrais chez moi en sachant que le village était condamné et que le mal ne serait jamais vaincu, seulement retardé. Tant que je vivrai, la malédiction vivra avec moi, attendant d'être à nouveau libérée. Lorsque la dernière bougie s'éteignit et que la dernière porte se ferma, il ne resta que le silence, et le puits, attendant dans l'obscurité. Dans un coin reculé du monde, il y avait un petit village oublié par le temps, où les maisons en bois délabrées et les anciens murs de pierre semblaient murmurer des histoires que personne n'osait raconter à haute voix. Le village vivait sous l'ombre d'une colline imposante, entourée d'une forêt dense, qui semblait garder quelque chose de caché à son sommet. Les villageois parlaient peu de cet endroit, craignant que leurs mots n'éveillent quelque chose de longtemps endormi. Tout le monde connaissait l'histoire d'une guérisseuse qui avait vécu à l'orée de la forêt des siècles auparavant. Lorsque les récoltes échouèrent et que le bétail tomba malade, les villageois l'accusèrent de sorcellerie et la brûlèrent au sommet de la colline. Avant de mourir, elle maudit le village, jurant que personne ne trouverait la paix tant que son âme ne serait pas vengée. Depuis lors, la colline avait été évitée, car on disait que les murmures de la sorcière pouvaient être entendus la nuit, et certains prétendaient avoir vu une silhouette ombragée parmi les arbres. Ceux qui osaient s'y aventurer en revenaient changés, incapables de parler de ce qu'ils avaient vu. La colline était devenue un rappel constant du sombre passé du village. Le temps passa, mais l'histoire ne fut jamais oubliée. Les enfants étaient avertis de rester à l'écart de la colline, tandis que certains rejetaient les légendes comme de simples superstitions. Cependant, tout le monde savait que la colline renfermait quelque chose qui attendait patiemment d'être révélé. Et ceux qui osaient défier cet endroit pouvaient découvrir que les légendes étaient en fait des avertissements. Il arriva dans le village en quête d'un endroit tranquille pour recommencer, sachant peu de choses sur la région et portant en lui une arrogance qui le poussait à rejeter les superstitions. Les villageois l'accueillirent chaleureusement, mais il remarqua bientôt le silence étrange qui tombait chaque fois que la colline était mentionnée. Au cours des premières semaines, il s'adapta à la vie du village, mais une nuit, lorsqu'il entendit pour la première fois l'histoire de la colline, sa curiosité fut instantanément piquée. Un vieux villageois mentionna la légende de la sorcière qui avait maudit le village avant d'être brûlée sur la colline. Bien que les autres évitaient le sujet, le jeune homme, sceptique et fasciné par les mystères, insista pour en savoir plus, se convainquant que tout cela n'était que de simples superstitions idiotes. Déterminé à gravir la colline, il croyait pouvoir prouver qu'il n'y avait rien de réel dans ces histoires. Poussé par la curiosité et l'incrédulité, il se prépara pour l'aventure, saisissant une lanterne et un manteau, et se mit en route vers le sentier qui menait à la colline. Ignorant le léger frisson qu'il ressentit en jetant un dernier coup d'œil en arrière, il commença l'ascension, inconscient qu'il était sur le point d'éveiller quelque chose d'ancien et de dangereux. L'obscurité sur la colline était différente de celle du village. Alors qu'il commençait l'ascension, il remarqua que le sentier étroit était avalé par une ombre que même la lumière de la lune ne pouvait pénétrer. La lanterne n'éclairait guère le sol devant lui, et le silence autour de lui devenait de plus en plus lourd, comme si la colline elle-même l'observait. À mesure qu'il montait, un sentiment de malaise grandissait en lui. L'air devenait plus froid, et il remarqua d'étranges changements subtils.
Les feuilles des arbres ne bruissaient pas avec le vent, et une brise froide semblait chargée de quelque chose de sinistre. Il commença à entendre de doux murmures qui devenaient de plus en plus forts, l'entourant, lui donnant des frissons dans le dos. La lanterne commença à vaciller, projetant des ombres qui semblaient bouger d'elles-mêmes. La panique commença à s'installer lorsqu'il entendit un bruit distinct, comme des branches qui se brisaient, mais il ne vit rien. La sensation d'être observé devint insupportable, et il réalisa que quelque chose n'allait pas du tout sur la colline. Des ombres commencèrent à apparaître à la périphérie de sa vision, et il entendit un rire bas et malveillant qui le figea de peur. Il se mit à courir, désespéré de fuir la colline, mais il avait l'impression de ne pas se rapprocher du sommet. Chaque pas semblait le tirer plus profondément dans l'obscurité, et il savait que quelque chose le suivait, quelque chose qui n'aurait jamais dû être réveillé. Alors qu'il courait, la colline semblait s'étirer à l'infini, avec les murmures et les rires résonnant dans son esprit. Lorsqu'il atteignit enfin le sommet, la véritable terreur commença. Au sommet, un ancien cercle de pierre marquait l'endroit où, selon la légende, la sorcière avait été brûlée. L'air était épais et oppressant, et une panique grandissante s'empara de lui, mais il ne pouvait pas bouger. Soudain, le silence fut brisé par un gémissement bas et guttural, suivi d'un épais brouillard qui se forma autour du cercle de pierre. La brume s'épaissit et une silhouette commença à émerger, un spectre drapé de haillons déchirés avec des yeux vides et furieux. La sorcière, ou ce qui en restait, se matérialisa complètement et avec un sourire cruel, elle murmura des mots incompréhensibles, laissant clairement entendre qu'il paierait pour avoir envahi son territoire. Paralysé par la peur, il essaya de crier et de fuir, mais il est incapable de bouger. La sorcière flotta vers lui, sa présence l'accablant de terreur pure. Avant de perdre conscience, il vit le sourire tordu de la sorcière s'élargir démesurément, puis tout devint noir. Lorsqu'il se réveilla, il était allongé à côté du cercle de pierre, trempé de sueur froide. Bien que la sorcière ait disparu, il sentit sa présence dans chaque ombre autour de lui. Tremblant, il parvint à se lever et commença sa descente de la colline, mais il savait qu'il ne serait jamais le même. L'obscurité semblait plus épaisse et les murmures étaient maintenant dans sa tête. Il comprit que bien qu'il ait échappé physiquement, la marque de la sorcière le hanterait pour toujours. Lorsqu'il atteignit le village, cela lui sembla un monde différent, mais il savait que ce qu'il avait vécu était réel. La légende de la sorcière n'était pas qu'une simple histoire, et sa malédiction était bien réelle. Il avait éveillé quelque chose qui n'aurait jamais dû être dérangé. Avec son esprit en tourbillon de peur, il commença sa descente de la colline, poussé par un instinct de survie pure. À chaque pas, il sentait la présence de la sorcière comme une ombre le poursuivant. Les arbres autour de lui semblaient observer et le vent murmurait malicieusement. Le terrain traître le fit trébucher et tomber, comme si la colline elle-même se moquait de sa tentative d'évasion. L'obscurité autour de lui déformait la réalité et les ombres prenaient des formes fugitives qui disparaissaient dès qu'il essayait de se concentrer dessus. Il savait qu'il était traqué par quelque chose d'invisible et sentait le poids de la malédiction de la sorcière se resserrer autour de son cœur. Des visions de figures pâles et désespérées apparurent devant lui, essayant de l'avertir, mais leurs mots lui échappaient. Désorienté, il courut en cercle, comme si la colline se jouait de lui, le gardant piégé. Mais alors, il vit une faible lumière au loin, une lanterne flottante qui semblait être son seul lien avec la réalité. S'accrochant à la vue de la lanterne de toutes ses forces, il parvint à atteindre le pied de la colline. La lanterne disparut lorsqu'il s'engagea sur le chemin menant de retour au village. Bien qu'il ait échappé physiquement, il sentait que quelque chose avait changé en lui. Alors qu'il courait vers le village, il sentait qu'une présence invisible le suivait, une marque de la malédiction de la sorcière qu'il porterait pour le reste de ses jours. Lorsqu'il atteignit enfin le village, épuisé et secoué, le contraste entre les environs familiers et l'horreur qu'il avait vécue sur la colline lui parut surréaliste. Les maisons étaient calmes, mais il savait que la terreur de la colline l'avait suivi. Tremblant, il entra chez lui et verrouilla la porte, mais ne trouva aucun soulagement.
Son esprit était tourmenté par l'image de la sorcière, et le sommeil le fuyait. Lorsqu'il finit par s'endormir, il fut hanté par des cauchemars répétitifs. Le lendemain matin, en sortant de chez lui, il remarqua que les villageois le regardaient furtivement, gardant leur distance et murmurant entre eux. Il était clair que la malédiction de la sorcière se répandait. Dans les jours qui suivirent, des événements étranges commencèrent. Des animaux morts, des récoltes qui dépérissaient, et des enfants autrefois vifs maintenant silencieux et distants. Le village commença à se fracturer sous le poids de la peur et de la méfiance, et il savait que c'était de sa faute. Il tenta d'expliquer ce qui s'était passé sur la colline, mais personne ne voulait l'écouter. Isolé et marqué par la sorcière, il regardait impuissant le village se faire dévorer par la malédiction qui l'avait réveillé. Les nuits continuaient d'être hantées par des cauchemars, et les voix murmurantes qu'il avait entendues sur la colline pouvaient désormais être entendues dans les rues. Les gens juraient avoir vu des figures ombreuses errant parmi les maisons. Il commença à éviter de quitter sa maison, craignant à la fois les regards méfiants des villageois et les ombres qui semblaient le suivre. Il passa ses journées à regarder le village se désintégrer lentement, consumé par la malédiction. Il savait qu'il n'y avait aucun moyen d'annuler ce qu'il avait fait, et la culpabilité et le désespoir grandirent en lui, alors que le village devenait l'ombre de ce qu'il avait été, sous le regard vengeur de la sorcière qui l'avait réveillé. Les jours passèrent dans le village, et le lieu autrefois animé était devenu l'ombre de lui-même. Les rues étaient désertes, et les quelques villageois qui s'aventuraient dehors le faisaient avec précipitation et crainte. Lui, marqué par la colline et la légende de la sorcière, ressentait le poids de la culpabilité et était évité par tous. La culpabilité le rongeait, et sa maison, autrefois un refuge, était devenue une prison. Les cauchemars de la sorcière et de la colline le hantaient, et l'obscurité dans son esprit ne lui laissait aucun répit. Il comprit que la malédiction de la sorcière avait profondément pris racine en lui et dans le village. L'isolement et la culpabilité devinrent insupportables, et il décida qu'il devait faire quelque chose pour essayer de réparer ce qu'il avait causé. Une nuit, il prit sa lanterne et se dirigea de nouveau vers la colline, déterminé à offrir sa vie pour sauver les autres. Lorsqu'il atteignit le sommet, il s'agenouilla dans le cercle de pierre, attendant ce qui pourrait venir. Mais la sorcière n'apparut pas. C'est alors qu'il comprit. La malédiction ne pouvait pas être annulée par un simple sacrifice. La sorcière le laisserait vivre, piégé dans son propre esprit, hanté par ce qu'il avait déclenché, sachant que la malédiction le suivrait pour toujours. Résigné, il descendit la colline pour la dernière fois, conscient que le village était condamné et qu'il porterait le fardeau de la culpabilité jusqu'à la fin de ses jours. La colline, la sorcière et la malédiction étaient devenues une partie de lui, une ombre qui ne le quitterait jamais. Le vieux pont en bois du village, usé et craquant, enjambait une rivière autrefois puissante mais qui n'était plus qu'un simple ruisseau. Plus qu'une simple structure, le pont était au centre d'une sombre légende. Il y a des années, un autobus scolaire était tombé du pont lors d'une tempête, et les enfants à bord avaient tragiquement été engloutis par la rivière. Depuis, le pont était devenu un lieu hanté, évité par les villageois la nuit, qui croyaient que les murmures des enfants pouvaient encore être entendus. Un jeune garde forestier, récemment affecté à la patrouille de la région, arriva dans le village. Sceptique et confiant, il ne croyait pas aux histoires sur le pont. Lors de sa première patrouille, le pont semblait calme, mais à la tombée de la nuit, quelque chose changea. Il commença à entendre des murmures doux, presque imperceptibles, qui semblaient portés par le vent. Bien qu'il essayât de les ignorer, les murmures continuèrent de le suivre, causant un inconfort croissant. Cette nuit-là, alors qu'il quittait le pont, il ressentit un poids sur sa poitrine et la sensation que quelque chose l'observait. Les murmures continuaient d'échoer dans son esprit, transformant la légende du pont des murmures en une réalité troublante qu'il ne pouvait plus ignorer. Ainsi, le mystère du pont commença à se dévoiler, et il réalisa qu'il était destiné à en découvrir les secrets, qu'il le veuille ou non. Au fil des jours, il s'habitua à la routine de patrouiller autour du pont. Pendant la journée, la forêt offrait de la tranquillité, mais la nuit, l'atmosphère changeait et le pont prenait une présence oppressante. Une de ces nuits,
les murmures revinrent, plus clairs et plus insistants, comme si des voix invisibles essayaient de communiquer. Debout au milieu du pont, il entendit un étrange rire d'enfant, ce qui fit battre son cœur plus vite. En regardant en bas, il vit de petites empreintes d'enfants dans la boue, avançant lentement vers lui, mais il n'y avait personne. Lorsqu'il essaya de s'approcher, les empreintes disparurent, le laissant avec un profond sentiment de malaise. Dans les jours qui suivirent, les phénomènes étranges continuèrent. Les objets étaient déplacés, et sa lampe de poche était retrouvée éteinte au milieu du chemin, bien qu'il était sûr de l'avoir laissée ailleurs. Les murmures le suivaient constamment, ne cessant jamais complètement. Le pont, autrefois un simple passage, était devenu un lieu de mystère et d'agitation. Il commença à se demander si les vieilles légendes étaient plus que des superstitions, se sentant de plus en plus mal à l'aise et certain que quelque chose d'invisible mais réel l'observait, attendant le bon moment pour se révéler. C'était une nuit sans lune, et la forêt était plongée dans une obscurité absolue. Lors de sa patrouille, il entendit à nouveau les murmures, mais cette fois, ils semblaient provenir directement du pont. Poussé par un mélange de curiosité et de peur, il s'approcha de la structure, sentant l'atmosphère changer. La température chuta, et un sentiment d'inconfort s'installa dans sa poitrine. Au centre du pont, il entendit des rires d'enfants troublants, et en regardant autour de lui, il vit de petites empreintes dans la boue, mais personne n'était là. Bientôt, des figures spectrales d'enfants apparurent, courant et jouant sur le pont, leurs mouvements rigides et mécaniques, comme s'ils étaient piégés dans un cycle répétitif. Leurs visages se tournèrent vers lui, mais leurs yeux étaient vides, remplis d'une tristesse infinie. Avec horreur, il réalisa que le pont n'était pas qu'un passage, mais un portail entre le monde des vivants et des morts, où les âmes des enfants étaient piégées, revivant éternellement leurs derniers moments. Sentant une présence malveillante autour de lui, il essaya de fuir, mais chaque mouvement était difficile, comme si le pont essayait de le retenir. Finalement, il se força à courir, suivi par les rires et les murmures des enfants, jusqu'à ce qu'il atteigne la fin du pont. Bien que le silence soit revenu une fois le pont derrière lui, il savait que ce qu'il avait vu cette nuit-là ne le quitterait jamais. Les images des enfants et la terreur qu'il avait ressentie étaient gravées dans son esprit, et il comprit qu'il avait croisé quelque chose de bien plus sinistre, et que ce n'était que le début. Après cette nuit, il savait que rien ne serait plus jamais pareil. La peur du pont le hantait, mais il ressentait aussi une étrange compulsion à revenir. Déterminé à comprendre ce qui se passait et peut-être aider les âmes piégées là, il retourna au pont la nuit suivante. Avec une lampe de poche plus puissante, il appela les enfants, leur offrant son aide. Les figures des enfants réapparurent, mais lorsqu'il essaya de s'approcher, une barrière invisible l'en empêcha. Les enfants semblaient piégés dans un cycle éternel de douleur, incapables de lui répondre. Soudain, il prit conscience d'une présence sombre et malveillante, quelque chose qui n'était pas des enfants mais qui les contrôlait. Le sentiment de mal était palpable, et il commença à réaliser qu'il y avait quelque chose de bien plus sinistre derrière ces apparitions. Sa lampe de poche s'éteignit, le plongeant dans l'obscurité, et il ressentit la présence avec une force totale, émanant une pure malveillance. Les enfants, maintenant dans des mouvements erratiques et remplis de terreur, semblaient implorer de l'aide, mais il savait qu'ils ne pouvaient rien faire. La présence se rapprochait, aspirant l'air autour de lui, presque en le consumant. Avec un dernier effort, il parvint à bouger et à courir, sentant la présence presque le tirer de retour dans l'obscurité. Lorsqu'il quitta enfin le pont, le sentiment oppressif diminua, mais il savait que le danger n'était pas encore passé. Il avait franchi une ligne dangereuse, et quoi que ce soit sur le pont, cela était désormais conscient de sa présence et ne le laisserait pas partir si facilement. La fuite du pont était une course désespérée contre une présence invisible et oppressive. La peur le poussait en avant, alors que le sentier à travers la forêt semblait s'étirer à l'infini, comme si la forêt conspirait pour l'arrêter. Chaque seconde semblait se distordre, et les voix des enfants, maintenant déformées et agonisantes, le suivaient, le faisant douter de sa santé mentale. À un moment, il trébucha, réalisant que le sol sous ses pieds bougeait, comme si la forêt elle-même était vivante et essayait de le ramener au pont. Sentant la présence malveillante se rapprocher, il se força à se relever et à continuer de courir, sachant que céder signifierait être consommé par cette force. Lorsqu'il aperçut enfin la fin du sentier, le chemin sembla se tordre, essayant de l'empêcher de s'échapper. Avec un dernier effort, il se jeta vers l'ouverture, sentant quelque chose de froid toucher la nuque, mais refusant de regarder en arrière. En franchissant le bord de la forêt, la présence malveillante ne le suivit pas, et il s'arrêta, haletant, sur le chemin de terre menant au village. Bien que les voix et les murmures aient disparu, il savait que ce n'était pas la fin.
Il sentait que le pont, un portail vers quelque chose de sinistre, avait marqué son âme. Et peu importe où il irait, quoi que ce soit sur ce pont ne le laisserait jamais seul, le suivant comme une présence sombre qui ne pourrait jamais être dissipée. Le retour au village était enveloppé dans un silence suffocant. En arrivant à sa cabane, il s'appuya contre la porte, essayant de repousser la peur, mais il savait que quelque chose avait changé à jamais. Le village, autrefois familier et accueillant, semblait désormais inconfortable et étrange, avec des ombres plus sombres et plus denses. Ce qu'il avait vu sur le pont l'avait profondément marqué, et il ne pouvait ni l'ignorer ni l'oublier. Dans les jours qui suivirent, il tenta de reprendre sa routine, mais des cauchemars et des événements étranges le hantaient. Les objets bougeaient d'eux-mêmes, les portes restaient entr'ouvertes, et il sentait qu'il n'était plus seul. Les voix déformées et les rires des enfants le poursuivaient à la fois dans ses rêves et dans la réalité. Les villageois commencèrent à remarquer son changement. Autrefois confiant, il semblait maintenant au bord de l'effondrement, évité par tous. Perdant le contrôle de sa vie, il réalisa que le pont avait introduit quelque chose dans son existence, quelque chose qu'il ne pouvait repousser avec la logique ou la raison. Rongé par la peur, il décida de retourner sur le pont pour affronter ce qui s'y trouvait. Il savait qu'il devait essayer de mettre fin à cela, mais il craignait aussi qu'il ne soit trop tard. Le pont l'avait profondément marqué, et il sentait qu'une partie de lui serait toujours liée à cet endroit, piégé entre le monde des vivants et celui des morts. Déterminé à affronter ce qui se trouvait sur le pont, il se prépara pour son dernier voyage. Cependant, le sentiment que quelque chose l'observait et l'attendait ne le quittait jamais. Il savait que ce qui se trouvait sur le pont était une force ancienne et puissante, quelque chose qu'il avait introduit dans sa vie et dont il ne pouvait s'échapper. Cette dernière nuit-là, il se rendit au pont avec un cœur lourd, sachant que sa vie ne serait plus jamais la même. La forêt était étrangement silencieuse, et le chemin vers le pont semblait plus long et plus sombre. À son arrivée, la pleine lune illuminait l'ancienne structure, et les murmures résonnaient plus intensément autour de lui. Il ressentit à nouveau la présence malveillante, mais déterminé, il appela les enfants, voulant les aider. Les enfants commencèrent à apparaître, pâles et indistincts, le regardant avec tristesse et désespoir. Lorsqu'il essaya de s'approcher, il sentit la présence malveillante empêcher toute tentative de les libérer. C'est alors qu'il réalisa la vérité. Le pont était un portail entre le monde des vivants et des morts, et les enfants y étaient piégés, utilisés par la présence malveillante qui se nourrissait de leur souffrance. Avec tristesse, il comprit qu'il ne pouvait pas les libérer. La malédiction du pont était ancienne et puissante, quelque chose qu'il ne pouvait combattre. Les enfants disparurent dans les ténèbres, et la présence malveillante, satisfaite, le laissa partir, sachant qu'il était déjà marqué par le pont. De retour au village, il accepta que sa vie avait changé pour toujours. Le pont l'avait marqué, et cette marque ne disparaîtrait jamais. Il devint un gardien silencieux, responsable de veiller sur le sombre secret du pont, conscient qu'il y était lié d'une manière qu'il ne pourrait jamais rompre. Il accepta son destin, sachant que le pont des murmures n'était pas qu'une légende, c'était sa réalité, une réalité qu'il vivrait jusqu'à la fin de ses jours, portant le fardeau de savoir ce qui se cachait dans les ombres. Le pont était devenu une partie de lui, et lui une partie du pont.